discuter avec nos invités ce soir de novembre 54 et la faillite démocratique, un livre publié par Marguerite Édition. Enfin, on devait recevoir aussi Mourad Bourboul qui s'excuse parce qu'il est un peu fatigué et on gagne au change peut-être, je ne sais pas, à voir Jacques Simon qui n'était pas prévu mais qui est là, qui a des choses à dire aussi puisqu'il est un des contributeurs de ce livre qui... alors je vais présenter très brièvement les contributeurs qui sont là. Après quoi, je donnerai la parole à Nordine Sadi qui a lu comme d'habitude très attentivement ce livre et qui va le présenter. Voilà. Alors, Jacques Simon à l'extrême gauche là-bas. C'est pas hasard. Alors, il est né à Mascara, il a été lycéen à Tiaret, village. Il a été lycéen à Tiaret, Mascara et Alger, puis il a étudié les lettres et le droit à Paris. En 1956, il fait partie des créateurs de l'Union syndicale des travailleurs algériens, l'USTA. Et après quoi, il est historien, donc c'est vraiment son sujet si j'ose dire. Et il a créé il a participé à des revues, il a dirigé, créé des revues, l'Étincelle, Tribune algérienne, Libre Algérie, et puis l'une des dernières, je crois, c'est Sirta, il y a quelques années. Il préside le centre de recherche et d'études sur l'Algérie contemporaine. Alors, à ma droite, Mohamed Bentikou, que vous connaissez, qui est journaliste, directeur du journal Le Matin. Il a été directeur d'Alger Républicain, après quoi il a fondé avec une équipe Le Matin, et qui a eu affaire au pouvoir algérien, qu'il a jeté en prison. Après sa sortie de prison, il a écrit un certain nombre de livres, dont La parfumeuse, qui est consacrée à l'histoire de Madame Messali. Hassan Zerrouki, qui est journaliste aussi, qui a été journaliste au Matin et à l'Humanité, et qui a, on en discutait tout à l'heure, a publié peut-être un peu prématurément un livre il y a quelques années sur les filières terroristes islamiques en Europe, qui mériterait d'être redécouvert aujourd'hui parce qu'il a écrit une quinzaine d'années et je pense qu'il a été un peu en avance. Ça s'appelle La nébuleuse islamiste en Europe et en Algérie. Voilà. Donc, je passe tout de suite la parole à Nordine Sadi qui va parler du livre. Après, on va donner la parole à nos invités, puis on aura un bref échange avec vous, si vous le voulez bien. Voilà. Bien. Merci. L'ouvrage qui nous réunit ce soir, novembre 54 et la faillite démocratique, est un ouvrage assez particulier, je dois dire, aussi bien dans sa forme que dans son fond. C'est un des ouvrages qui m'a semblé en tout cas très difficile pour moi à classer par rapport aux catégories classiques que l'on se fait. Hein. Des ouvrages, c'est évidemment pas un roman, c'est pas un livre d'essai, c'est un livre collectif, c'est un livre qui porte sur l'histoire, mais ce n'est pas un livre d'historiens au pluriel, bien qu'il y ait des historiens qui interviennent, etc. C'est donc une suite de textes qui sont dus à des auteurs qui sont des contributeurs. 6 sont sur la couverture: Bourboul, Ben Ammar Mediane, Saad Hadas, Jacques Simon, Mohamed Bentikou et Hassan Zerrouki, mais en réalité, s'en ajoutent beaucoup d'autres. Hein. Voilà, les initiales, un MKA, Aziz Fares, Ramdan Hakem,
un historien hongrois très très connu des années 50, Nagy Laszlo, et puis il y a Hamid Arab, il y a Youssef Benzettat, il y a Rachid Mourtali, etc., etc. Voilà, donc c'est un livre qui est fait de plusieurs contributions. L'ensemble est divisé en 6 grandes parties autour d'une problématique sur laquelle je vais revenir, qui tisse un peu ce livre, qui fait le lien dans ce livre, qui est porté d'ailleurs dans le titre même de l'ouvrage, la faillite démocratique, novembre et la faillite démocratique, et dans le titre de l'introduction, novembre, l'insurrection inachevée. C'est un tissage de plusieurs textes, donc, qui comprend à la fois des entretiens, qui comprend des textes d'auteurs, de Simon, de Jacques Simon, un texte de Boudiaf même, un texte de Hadras, de textes parfois déjà publiés par ailleurs, d'ailleurs, ils ne sont pas tous inédits originaux ici, qui est dans l'insertion, comme ça, il y a 2 beaux poèmes assez sympathiques sur des moudjahidettes, voilà, et puis il y a des présentations de livres aussi par certains. Voilà. Donc, dans l'introduction à l'ouvrage, au titre l'insurrection inachevée, l'ouvrage part d'un constat amer, celui fait par Mohamed Mechati, qui nous a quittés il y a 2 ans, là, qui était un des membres des 22, qui disait donc pourquoi et comment novembre a-t-il débouché sur cette faillite démocratique. Et c'est cette question qui va être la problématique, donc la question qui va relier l'ensemble de cet ouvrage. L'objet de l'ouvrage se propose donc d'essayer d'apporter des réponses en faisant parler ce que l'introduction appelle des figures historiques, des intellectuels et des historiens de renom, autour de 3 niveaux de réflexion. La première est de se demander pourquoi novembre 1954, l'insurrection, comme elle est appelée, du 1er novembre 1954, a rompu avec le principe qui était constant dans le mouvement national, à savoir que l'indépendance devait se concrétiser, s'effectuer, se terminer ou se faire, comme vous voulez, par l'élection d'une assemblée constituante au suffrage universel, car c'est la seule façon, évidemment, de fonder un État démocratique. Deuxième niveau, c'est que l'insurrection, la révolution, j'allais dire, mais enfin, on verra que les mots ont leur importance, les concepts, que l'insurrection donc, de novembre 1954 aurait rompu avec ce qu'elle visait, c'est-à-dire une société plus égalitaire, fondée sur la séparation des pouvoirs comme forme de pouvoir et la légitimité des dirigeants, des occupants du pouvoir. Et enfin, on se demande si, dans l'effet post-indépendance, si les maquis du FFS, le printemps berbère, octobre 88, le printemps noir, etc., n'ont été au fond que des tentatives de parachever ce qui n'a pu s'accomplir du fait de la révolution d'octobre 50. La révolution, voilà, que j'utilise encore, novembre 54, c'est tellement l'habitude, voilà. Cela va être développé comme ça dans une thèse en introduction par Samir Rossi, qui suggère qu'en fait tout ça est la conséquence d'une amnésie, d'un déni de ce qu'a été l'histoire, bien sûr, et d'un dépit, c'est-à-dire que c'est l'amertume produite ensuite par ce qu'a été la période post-indépendance. La révolution algérienne, comme on l'appelait, l'insurrection, comme on l'appelle ici, n'aurait donc pas
produit ce qu'étaient les idéaux de novembre. Alors la raison qui est évoquée, elle tient en fait à un écheveau de raison. C'est l'histoire du mouvement national et les divisions déjà dans le mouvement national, les centralistes, les messalistes, etc., tout ce que nous savons de cette histoire d'avant 54. Ce sont évidemment les fractures au cours de la guerre de libération nationale, et notamment de cette lutte sanglante et qui est qualifiée ici de fratricide entre le FLN et le MNA, et aussi et surtout la prise du pouvoir en 1962 par ceux qui avaient les armes aux frontières et qui en fait les ont utilisées pour ça et non pas pour se battre à l'intérieur, l'armée des frontières autour de ce qu'on appelle le clan d'Oujda, Boumedienne, Bouteflika, etc., etc. Voilà. Je pense qu'à partir de là, voilà, on peut se faire une idée, mais une idée, évidemment, ne dispensera pas de lire cet ouvrage où il y a des choses assez intéressantes, je crois, pour être connues, parfois des faits qui me semblent, en tout cas moi qui ne suis pas historien ni spécialiste, mais pour avoir parcouru l'essentiel de ce qui s'est fait sur l'histoire algérienne, qui sont assez inédits, notamment dans le texte de Jacques Simon, à qui je poserai tout à l'heure un certain nombre de questions sur ça. Alors, la première question, peut-être que je vais m'adresser à celui qui, manifestement, aurait été le concepteur de l'ensemble, Mohamed Benchikouk. C'est une question alors très simple, mais à partir de quoi, finalement, je crois qu'on va retrouver des tas de choses. Pourquoi utilises-tu, et en fait vous tous, vous utilisez cette notion d'insurrection plutôt que la notion de révolution qui est utilisée officiellement? Je ne sais pas si c'est systématiquement l'insurrection. Alors je le confirme. Alors ça doit être premier. C'est peut-être votre inconscient à chacun. C'est l'inconscient, certainement. Parce que, justement, c'est une insurrection dans le sens où elle n'avait pas. D'ailleurs, il y a un article de Hassan qui dit que les initiateurs de novembre 54 n'avaient pas de projet. Oui, je vais y venir tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'il y a... Donc c'est un soulèvement qui a été... Et c'est ça le point, c'est ce que tu as, en fait, c'est ce que tu as remarqué. C'est-à-dire que c'est un soulèvement qui était en rupture avec une constance dans tout le mouvement national, qui est que l'indépendance devait être accompagnée de la constitution d'un État démocratique. Dans le premier ça c'est une revendication vieille qui date de 1927. Nord-africaine, oui. Et le 1er novembre s'est déclenché en rupture avec cette constante. Ce qui est remarquable, c'est que les Français ont exercé un chantage sur Moussali, quand il était en prison, autour de ce principe. Ils voulaient, les Français voulaient absolument que l'État nord-africain, qui est ensuite s'est transformé en parti du peuple, il voulait absolument que cette notion soit éliminée. Et il a reçu 3 fois des représentants de l'État français qui lui proposaient la libération contre l'abandon de ce point de l'Assemblée constituante. Alors là, je réponds à ton interrogation. Pourquoi soulèvement? Je crois qu'on a dû le faire par une espèce d'instinct. C'est que
une révolution est censée avoir un programme, une finalité, un but. Le soulèvement de novembre 54 a été déclenché sur la base d'une vision illusoire qui voulait que l'indépendance soit synonyme de démocratie, soit synonyme de liberté. Donc il y a un travail à faire dans ce genre de concept. Liberté, indépendance, délivrance, démocratie. Si aujourd'hui nous en sommes là avec ce régime qu'on peut qualifier d'illégitime, c'est dû à la manière avec laquelle a été lancé novembre. L'article de Hassan sur les 6 qui ont lancé une insurrection sans un programme, sans une finalité. C'est-à-dire que lorsqu'en 62, on avait, lorsqu'on lit Yaha, les livres de Yaha, lorsqu'on lit les livres de ceux qui ont pris les armes en 63, on réalise qu'il y avait comme une supercherie, c'est-à-dire que les gens croyaient que l'indépendance, ça allait être la liberté, la libération, ça a été exactement l'inverse. Donc voilà. Oui, mais ça ne m'éclaire pas, mais on ne va pas rester que là. Ça ne m'éclaire pas personnellement, hein, de savoir au nom de quoi la déclaration du 1er novembre et surtout, le programme ou la plateforme de la Soumam ne serait pas programmatique de la révolution. Au nom de quoi? Au nom du fait qu'il ne se représentait pas un État. C'est la nature de l'État. Mais il se le représentait tout à fait. Alors, ils ont été trahis. C'est-à-dire que la manière avec laquelle s'est constitué cet État, on ne va pas refaire l'histoire. La manière avec laquelle il s'est constitué, le putsch de 62, etc., montre bien que le message du mouvement national, et y compris ceux qui ont suivi, c'est-à-dire la plateforme de la Soumam, ont été complètement pervertis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret. Ce que nous vivons à l'heure actuelle trouve sa réponse dans l'histoire. Nous avons essayé nous-mêmes de trouver quelques réponses à ça. C'est ça le but de ce livre. Oui, on va revenir à autre chose, mais Monsieur Jacques Simon doit partir, loin, etc., etc. Et donc, oui, tu avais besoin de nous quitter avant 8h. Donc oui, non mais attends. Et donc je préfère te poser tout de suite à toi une question, je ne vais pas être le bavard de la soirée. Alors là, c'est une question qui m'a vraiment perturbé. Tu affirmes, c'est dans ton texte, et tu le dis ailleurs aussi dans un ou deux articles que j'ai lus de toi dans Sirta il y a un moment, qu'en fait, d'abord, le 1er novembre 54 est particulièrement un de ces Chef de file. oui, si l'on veut, Boudiaf, aurait engagé la révolution le 1er novembre 54, lui-même dit que ça devait se passer le 18 octobre 54, parce qu'il savait pertinemment que Messali préparait la lutte armée
à cette période, si ce n'est un mois plus tard. Et qu'en fait, c'est dans sa haine de Messali et du courant qu'il représentait, etc., que novembre 54 a été précipité et que ça suffit avec les portables. C'est vraiment d'accord. Et qu'une des raisons du développement de l'insurrection, avec les contradictions, etc., a été liée à cette impréparation. Voilà. Seconde chose, tu affirmes et je demande qu'à te croire, hein, tu affirmes que, en fait, Mustapha Ben Boulaïd est tout le 1er novembre 1954 dans les Aurès a été en réalité une opération en quelque sorte conduite par des messalistes et que Ben Boulaïd lui-même, lorsqu'il a été arrêté, emprisonné, etc., quand il a quitté la prison, il a pu s'évader que grâce au MNA. Alors pour moi, c'est des informations, ça sort complètement j'ai rien lu, rien entendu de tel, quoi, jusque-là, et donc on est là pour discuter. Bon, je vais dire d'abord quelques mots sur mon itinéraire. Moi, je suis un juif d'Algérie, dans la région des Hauts Plateaux, la région de Frinda Tiaret, dont Ibn Khaldoun a parlé de ma tribu, de ma famille, les Old Médiones. Donc ça remonte dans la nuit des temps. Je me suis toujours considéré comme un berbère et non pas du tout comme un pied noir, parce que nos ancêtres sont là-bas depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, le deuxième point, c'est que pendant la guerre de 1942, les Juifs ont perdu la nationalité française, le décret Crémieux, et donc à partir de ce moment-là, il y a une consigne qui a été donnée par Messali qui se trouvait à Maison Carrée, et qui a dit à partir du moment où ils redeviennent des citoyens algériens, donc la consigne, c'est de les protéger. Ma mère avait perdu son travail d'institutrice, mon père avait perdu son commerce, moi j'ai été chassé de l'école, et c'est le PPA, la section du PPA, qui nous a protégés. À partir de ce moment-là, vous comprenez la sympathie que j'ai éprouvée par rapport à Messali Hadj, par rapport au PPA. En 1944, je suis à Tiaret, dans une école juive, et là j'ai assisté à ce que j'appelle une révolution. C'est-à-dire, quand il y a le mouvement des AML qui a été constitué, il y a eu le PPA qui a organisé, qui a pris pratiquement le pouvoir dans toutes les sections, et j'ai assisté à la mobilisation de milliers et de dizaines de milliers d'Algériens qui ont désigné des délégués pour aller au congrès qui s'est passé en mars 1945, le congrès des AML, où les délégués ont adopté à l'unanimité le programme du PPA, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, et qui ont désigné Messali Hadj comme étant le chef national du peuple algérien. Ça, c'est une révolution. C'est une révolution dans la mesure où c'était tous les fondements du régime colonial qui étaient remis en question par une assemblée véritablement constituante, parce qu'elle était élue par des délégués dans le cadre des AML, où il y avait Ferhat Abbas, il y avait, etc. C'est un mouvement qui s'est développé très librement, avec des tracts, avec des mouvements, etc. Ça, c'est important. Première révolution algérienne. La deuxième révolution, moi j'étais PPA, donc, et j'étais MTLD à Alger, j'ai assisté au deuxième congrès du MTLD, et j'ai vu les divergences qu'il y avait entre messalistes et d'autre part centralistes. Ensuite, j'étais à Paris, étudiant en lettres et en droit, et j'ai assisté à la crise du MTLD, avec le basculement à partir de février-mars de toute la Fédération de France dans le camp des comités de salut public, qui ont organisé finalement le congrès d'ORNU. Le congrès d'ORNU sur lequel il y avait une délégation quand même de Kabylie qui était dirigée par Ali Zemoun et dans lequel ils ont voté le programme qui a été adopté, c'est-à-dire le programme de l'Assemblée constituante. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai décidé de rentrer en Algérie pour participer à la deuxième révolution algérienne. Parce qu'une révolution qui est écrasée, c'est quand même une révolution. La révolution russe de 1955, elle a été écrasée. C'est la première révolution russe. La deuxième, c'est d'octobre. Donc la deuxième révolution était en voie de préparation. Moi, j'ai participé à Sidi Bel Abbès, j'ai repris contact avec le PPA, notamment avec Stambouli, qui était un membre du CNR, et dans lequel on a participé au mois d'octobre à la mise en place du premier maquis qu'il y avait dans la région de Mascara, très précisément dans la région de
dans la région du Lublino. À partir de là, j'ai créé une cellule dans mon lycée, c'est-à-dire à Sidi Bel Abbès, et ensuite j'ai assisté, j'ai fait des cartes, et j'ai des tableaux, et on peut le faire, sur la mobilisation de toutes les populations du PPA qui sont entrées dans la Révolution. Et en particulier, c'est vrai pour le Nord constantinois, tout le PPA, toute l'organisation du PPA est rentrée dans l'insurrection à partir du 2 novembre. Et dans les Aurès, qu'est-ce qui s'est passé dans les Aurès? Dans les Aurès, Ben Boulaïd était responsable de l'os, à la demande de finalement Messali, puisque le comité central avait supprimé l'os en 1952. Donc la seule chose que Messali a demandé, c'est la reconstitution de l'os sur la base d'un programme qui avait été rédigé par Haït Ahmed, le deuxième rapport qui avait été rédigé avec Messali en 1952, et sur lequel ils ont revenu au principe fondamental, c'est-à-dire de créer une armée de la libération nationale, en attendant, indépendante de tout parti, de toute organisation, jusqu'à, finalement, l'élection d'une assemblée constituante. C'est ce que, finalement, Ben Boulaïd a fait. Quand il revient en Algérie et qu'il a appris, en février, après, quand il arrive, en juillet-août, et qu'il a appris que, finalement, la décision avait été prise au Congrès d'ONU de préparer la deuxième révolution algérienne, il a fait quoi? Il a créé l'armée de la révolution, c'est-à-dire Djesh el-Tahir. Et il a créé un état-major, c'est-à-dire l'IDARA. Et c'est à partir de là, donc véritablement, il n'a pas fait des feux d'artifice comme ça s'est produit ailleurs, il a créé une armée de la libération. Et cette armée de la libération s'explique pourquoi. En définitive, il y a eu tout le mouvement qui s'est développé dans les Aurès, et qui s'est développé avec Cheikh Ali Bachir, puis ensuite jusqu'au moment où Ben Boulaïd, finalement, a été arrêté. Donc c'est une deuxième révolution. Et les liens qui ont été tenus entre Cheikh Ali Bachir et d'autre part Zérout Youssef, les relations qu'il y a eu entre la Wilaya 2 et la Wilaya 1. Et ça, pour le retrouver dans les documents de Ben Tobal, vous les retrouvez dans les mémoires de Tarzbiri, vous les retrouvez par écrit, et il raconte comment que ça s'est passé. C'est-à-dire que le 20 août 55, le 20 août 57, c'est la deuxième révolution algérienne. C'est-à-dire que ce sont la mobilisation des masses qui ont mis en faillite l'État colonial. C'est la destruction de l'État colonial par la Wilaya 2, la Wilaya 1, c'est-à-dire par ceux qui ont construit finalement l'ALN d'une manière indépendante pour aboutir à une solution politique. Tous les militants de la deuxième, de la Wilaya 2, c'était des PPA. Pourquoi? Parce que c'était dans le Constantinois que finalement la première révolution algérienne en mars 1945 était faite. Tous ils étaient PPA. Tous ils étaient PPA. C'est Zérout Youssef qui le dit, c'est Ben Tobal qui l'écrit dans ses bouquins, et c'est Tarzbiri qui était le responsable qui l'écrit dans ses bouquins. Ça c'est important. La deuxième révolution, la révolution algérienne, elle a eu lieu. Elle a été écrasée par la suite, j'ai pas le temps de vous expliquer comment, mais en tout cas, on ne parle pas de guerre de libération, on ne parle pas de guerre d'indépendance. Moi, je parle de révolution algérienne parce que l'enjeu, c'était la destruction du régime colonial et la construction par le peuple algérien dans la démocratie la plus totale d'une élection d'une assemblée constituante souveraine sur le modèle de la Révolution française. Ça, c'est le programme de l'Étoile, c'est le programme du PPA, c'est le programme du NTLD, c'est le programme, finalement, qui a été maintenu par le MNA. Donc voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Ben merci, on va passer un peu la parole et puis il va y avoir évidemment nos amis là, qui vont... On va peut-être donner la parole à Hassan Zarouqi, qui ne l'a pas encore prise, et puis on va faire avoir un échange avec vous. Moi, je crois que, bon, quand on a fait, enfin, en ce qui me concerne, on n'a pas essayé d'apporter des réponses à toutes les interrogations que suscite un peu cette, enfin, la guerre de libération nationale. Oui, moi, ce que j'ai constaté, et peut-être qu'il faut se replonger dans le contexte de l'époque, c'est l'extrême jeunesse de ceux qui ont déclenché la guerre de libération nationale. Le plus jeune avait 27 ans, c'était Didouche Morad, le plus vieux avait 37 ans. Et donc il faut quand même se resituer dans le contexte de l'époque avec leur vision des choses, leurs limites, etc. Donc il faut quand même, c'est une donnée, à mon avis, un paramètre dont il faut tenir compte. Il ne faut pas voir l'histoire à partir
de ce qu'on a accumulé aujourd'hui. Évidemment, à partir de maintenant, en 2016, on peut dire, oui, ils se sont trompés, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Donc moi, quand j'ai parlé des précurseurs de novembre 54, j'ai tenu compte de cet aspect, même si je n'ai pas pu développer plus longtemps. Ce que j'ai constaté, en revanche, c'est que, le Front de Libération Nationale a été créé contre les partis. Contre les partis. On a imposé à tous les partis nationaux de se dissoudre et d'intégrer le FLN. Et le congrès de la Soumam, qui devait remplir un vide que j'ai appelé politico-organisationnel, parce qu'au départ, il n'y a eu que la feuille du 1er novembre 54, sans plus, avec l'indépendance nationale qui tenait lieu à la fois de stratégie et de programme. Il n'y avait rien d'autre. Donc c'est le congrès de la Soumam qui devait remplir, disons, ce vide. Il l'a fait tant bien que mal, en essayant de structurer déjà le FLN, l'ALN, en énonçant le principe qui fait toujours parler beaucoup de gens aujourd'hui, enfin du moins en Algérie, le principe du politique sur le militaire, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et donc, voilà. Ce qui fait que par la suite, en 1959, quand on dit que les dirigeants de ceux qui ont déclenché la guerre de libération étaient des démocrates, non, ils sont devenus démocrates par la suite. À l'époque, ils ne l'étaient pas. À l'époque, ils n'avaient que l'objectif de l'indépendance, tous, y compris Aït Ahmed. Tout le monde avait cet objectif-là et ils ont agi un peu par pragmatisme. C'est-à-dire, on déclenche le mouvement, et c'est vraiment très algérien, quand on regarde l'histoire de l'Algérie depuis l'Antiquité, c'est un peu comme ça. Hein. On lance le mouvement et puis par la suite, on va essayer de mettre les choses en place. C'est un peu ce qui s'est passé, sauf que les conditions objectives existaient pour qu'il y ait une insurrection. Pour moi, j'appelle ça une guerre de libération nationale, elle a commencé le 8 mai 1945, n'a pas commencé en 1954. La guerre d'Algérie, comme on dit, a commencé en 1945. Ça a été la rupture, c'est à partir de là que les choses ont complètement basculé. En 1959, le FLN s'est doté de statuts. Que disait l'un des statuts du parti? Qu'il doit continuer sa mission historique après l'indépendance, en tant que parti, en tant que guide. Donc il n'y avait pas l'objectif de la démocratie parlementaire, etc. Arrive le congrès, enfin la charte de Tripoli, où il y a eu, on a parlé de coup d'État, etc. Mais ce que j'ai retenu quand on regarde les documents débat, les discussions que j'ai eues avec Mechati, je le voyais presque souvent, ce qui s'est passé, on se disputait le pouvoir, personne n'a remis en cause, personne ne parlait de démocratie, ni Aït Ahmed, ni Boudiaf, on se disputait le contrôle du FLN. Ce qui fait que ces dirigeants, que ce soit les historiques ou les autres, ont eu ce qu'on appelle un rapport instrumental avec la démocratie. Ils ne sont devenus démocrates que sur le tard. Aït Ahmed 1 an et demi après, Boudiaf par la suite, etc. Donc, dire qu'en 62, la révolution a été confisquée, oui, l'indépendance des conseils par un groupe, mais personne ne peut dire aujourd'hui, avec le recul, comment les choses auraient pu évoluer si l'autre clan avait pris les choses en main. Donc moi, je me suis situé sur cette optique. J'ai essayé de voir comment, tout en tenant compte de la jeunesse, de ce qu'ils étaient à l'origine, du contexte dans lequel ils étaient, et comme le disait Ali Haroun, l'option socialiste, beaucoup disent on a choisi le parti unique, il a dit, lui, Mechati, pareil, tout le monde le disait, que l'option socialiste, le choix de la voie socialiste du parti unique faisait consensus au sein de tous les dirigeants du FLN, y compris chez Karim Belkacem qui a assisté, on ne le dit pas assez souvent, avec Bontobal, au congrès du FLN 64 qui a adopté la charte d'Alger. Ils étaient présents, ils étaient pour cette option. Ce qu'ils contestaient, c'était
la direction du FLN qui était pour eux, le Ben Bella qui était pour eux quelqu'un qui n'avait pas sa place, qui devait laisser la place à ce que Khidr disait par exemple, proclamer le FLN c'est moi. Karim Belkacem ne disait pas autre chose. Et donc on était dans cette situation de dirigeants qui ont peut-être mené une insurrection, une guerre de libération glorieuse, avec un peuple qui s'est mobilisé comme jamais d'est en ouest, et on a abouti à cette situation. Moi, je ne leur jette pas la pierre, je ne dis pas un tel est un dictateur, un tel était pour le parti unique. Pour moi, je tiens compte d'une chose, tous tels qu'ils étaient, avec leurs erreurs, leur vision des choses, étaient avant tout des patriotes. Voilà. Vas-y. Il y a une précision qu'il faut avoir en tête, c'est que l'indépendance a été quelque chose de nouveau pour les Algériens. C'était quelque chose de nouveau. Depuis jusqu'en 1945, les Algériens ne demandaient pas l'indépendance. C'est-à-dire que le socle des partis algériens, les grands partis, Taht Abbas, les Ulama, le Parti communiste, ne réclamaient que l'intégration à la France. Cela peut expliquer le fait que l'insurrection était quelque chose qui n'avait pas une base théorique. Et lorsqu'il est arrivé 62, quand on a fait le vote de oui célèbre, on ne savait pas exactement ce que c'était que l'indépendance. Moi, je crois que c'était ça c'était cette notion d'indépendance qui n'avait pas été, qui n'a été soutenue et portée que par les nord-africains qui, contrairement à ce qu'on pense, était un parti minoritaire dans le mouvement national. Était un parti très marginal. Voilà, on va vous donner la parole, mais avant, moi j'aimerais bien faire un certain nombre de remarques sur le livre lui-même et puis sur ce début de débat. La première chose, c'est que j'ai l'impression, en lisant ce livre, qui a vraiment l'avantage de nous pousser à poser des questions presque taboues. Même si on n'est pas d'accord, en tout cas la preuve en est qu'on arrive à se poser des questions comme ça. La première chose, c'est que j'ai l'impression, en entendant Jacques Simon par exemple, j'ai tendance à en déduire que la rivalité FLN-MNA continue jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'échec du FLN à gouverner l'Algérie, à s'instituer en tant que, etc., l'échec qui est patent aujourd'hui, le FLN qui est le nom que s'est donné le clan au pouvoir, le nom politique que s'est donné le clan au pouvoir depuis l'indépendance, a échoué aujourd'hui, donc on revient à une date antérieure en pensant que le PPA aurait pu être plus démocratique, en tout cas sur cette question-là. Alors la première chose, le MNA, pardon. Deuxième chose, ce livre a l'air d'avoir deux titres, Novembre 54 et la faillite démocratique, et puis la révolution inachevée. C'est-à-dire il y a deux titres qui ne sont pas forcément en cohérence, mais sur le vrai titre qui est Novembre 54 et la faillite démocratique, là je rejoins complètement ce que vient de dire Hassan Zerouki. Je ne crois pas que Novembre 54 ait promis la démocratie aux Algériens. Je ne vois pas, ni dans la proclamation du 1er novembre, ni dans le congrès de la Soumam, la démocratie libérale telle qu'on l'entend aujourd'hui. Et ça, ce qui me pousse à dire aussi que ce livre relie l'histoire à partir des valeurs d'aujourd'hui.
Et voilà. Oui, alors là, sur ce qu'a dit Mohamed Benchiko tout à l'heure, là aussi je suis vraiment pas d'accord. La plateforme de la Soumam est un programme. C'est-à-dire qu'on ne soit pas d'accord est une chose, mais qu'on dise qu'il n'y a pas eu de programme, je crois qu'on ne peut pas le dire. Censément, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de programme. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce programme? Est-ce qu'il a été appliqué? Comment il a été fait, etc. Ça, c'est une autre question. Voilà, je sais pas. Oui. Deux secondes. Oui, Moi, je pense, là je donne une opinion, hein, je ne suis pas en train simplement de coordonner. Moi, je pense que dans le contre-coup d'octobre 88, avec le multipartisme en Algérie, qui a correspondu à un temps du monde où le mur de Berlin est tombé et la démocratie occidentale est devenue la démocratie. Et c'est devenu le modèle politique, à partir de quoi on se réfère pour les combats démocratiques. Et donc à partir de là, on est en train de réécrire l'histoire en fonction de ce concept. Concept qu'il faut aujourd'hui interroger. Qu'est-ce qu'il signifie au fond? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Est-ce qu'il y a réellement une démocratie aux États-Unis aujourd'hui qui est le modèle? Est-ce qu'il y a réellement une démocratie en France qui serait le modèle parce que, évidemment, on vote et que les votes sont ce qu'on appelle des votes honnêtes et que le président qui est élu est légitime? Et est-ce que ce temps-là correspondait à ce que vivaient ces gens en 1954? Donc je crois que ça ne sert à rien de faire du rétropédalage et d'essayer de réécrire l'histoire en fonction d'impératifs, de paramètres et de cadres de pensée qui n'étaient pas celui de cette époque. Et donc je pense que le travail, à mon avis, le travail des historiens n'est pas celui des idéologues. On a le droit d'être idéologue, on a le droit d'être politique, on a le droit de penser que, etc. Mais on ne peut pas réécrire l'histoire en fonction de son idéologie du moment. Parce qu'il est possible qu'il y ait d'autres idéologies à venir, et dans ce cas-là, il faudrait réécrire l'histoire après, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, oui, un mot, puis après on va te donner. Premièrement, je n'ai jamais été au MNA, mais j'étais à l'Union syndicale des travailleurs algériens. Et que je ne remets pas aujourd'hui la question FLN-MNA, puisque quand finalement il y a eu le printemps berbère, j'étais avec Ali Messili, nous avons organisé toute une série de manifestations. C'est à la suite de quoi finalement que lui m'a proposé, on a travaillé ensemble sur les accords de Londres, et que finalement il m'a demandé à ce que je sois le directeur de Libre Algérie, avec le consentement bien sûr de Aït Ahmed et de Ahmed Ben Bella. Donc de ce point de vue, c'était pas du tout, s'ils ont l'un et l'autre accepté que je dirige ce journal, qui était de libre forum avec Ali Messili, c'est que j'étais pas du tout du MNA et que j'étais pas du tout, je vais tirer un trait sur cette histoire. Je voudrais apporter une précision à ce que vient de dire Nounou. Ce n'est pas ça qui a fondé ce n'est pas le fait que l'on partait de critères de l'époque actuelle. La démocratie n'est pas quelque chose de... C'est pas un truc à la mode. Si on estime qu'aujourd'hui, avoir un président qui se présente pour un 4e mandat, dans un état d'inaptitude physique, sans que la société ne puisse réagir, alors c'est que la démocratie, si on estime que ça c'est secondaire, alors je pense que oui, on peut à ce moment-là dire que nous avons fait ce livre à partir de critères qui nous sont propres. Non, je pense que ce livre n'avait pas pour objectif de présenter des réponses. Je pense que c'était une quête. Pourquoi nous en sommes là? L'un des axes principaux qui le sous-tend, c'est que 54 a été d'abord une affaire de rivalité. C'est
c'est un aspect très important. C'est-à-dire que, lorsque l'on cite Abban Ramadan et le congrès de la Souma, les deux notions de congrès de la Souma, la primauté de l'extérieur sur l'intérieur et la primauté de politique sur le militaire, sont des réponses à l'intérieur de la tête qui gérait la révolution. Maintenant, il faut se demander, avoir le courage de se regarder en face et de se demander si l'exigence, la condition d'appartenance à l'ANL pour pouvoir prendre part à la révolution armée n'a pas été à l'origine de la situation de parti unique et du régime hégémonique que nous avons subi depuis 60 ans. Voilà, compte tenu du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on est nombreux à la tribune, donc le temps est vraiment compté. Alors, on va vous donner la parole, mais il faut être bref, s'il vous plaît. Hein. On ne permettra pas des discours, mais poser des questions. Voilà. On va prendre une série de 5 et puis on répondra et une autre série. Ah oui, d'ailleurs. Chacun prend des questions qui s'adressent à Oui, bonsoir tout le monde. Moi c'est pas des... C'est vraiment des constatations. C'est la première fois que j'assiste à une conférence et je ne comprends rien. C'est pas que je ne comprends rien. Il y a énormément de questions. Il y a déjà des questions avant que je vienne. Et maintenant, je pose autant de conférenciers que de questions. Monsieur Simon, qui veut effacer le FNL en légitimant... C'est ce que j'ai compris. Après, je pose aussi des questions. Monsieur Simon qui me dit, voilà le PPA qui a tout fait au détriment du FLN. Je n'ai pas dit FLN, je n'ai pas parlé du FLN. Très bien. Et pourtant, je vous entends. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Et monsieur Zalouké qui lit la révolution avec le logiciel d'aujourd'hui, donc qui dit voilà. Ah non, j'ai dit ces le jeunes, contraire. c'est la jeune. J'ai dit le contraire. J'ai dit qu'il ne faut pas voir les C'est choses la jeunesse des acteurs de l'époque. C'est la jeunesse des acteurs de l'époque qui a conduit à l'échec qu'on vit aujourd'hui. situé dans le contexte de l'époque. J'ai dit le contraire. La jeunesse des acteurs de l'époque qui, voilà. Donc voilà, c'est autant de Ils questions étaient qu'on le se pose. produit de leur contexte. Hein. Oui, oui, bien sûr, Oui, ouais, voilà. voilà. Et c'est pour ça que je dis, voilà, je reviens encore une fois à dire que c'est la première fois que j'assiste à une conférence, il y a autant d'interlocuteurs que de questions, et autant il y a, chacun il lit avec sa vision qu'on se pose énormément de questions. Voilà. Et c'est quoi la question, tu sais, dans tout ça? Ou des questions, puisque tu as dit... Non, refaites autant d'interlocuteurs que de conférences, voilà. Bon, on tâchera. Bon, oui. Oui. Bonsoir. Déjà, je vous remercie pour cette conférence parce que vraiment, il y a beaucoup de choses que je personnellement, que je ne connaissais pas, que je viens d'apprendre. Et c'est assez frustrant d'être trop rapide, je vais essayer de l'être. Et il y a deux choses, hein, dans mon intervention, j'essaie d'être un peu trop bref. C'est par rapport à monsieur Simon, que je connais très rarement, mais dans ses déclarations dans la presse, enfin des écrits, etc. Donc, je vais dans votre sens, puisque effectivement, vous parlez, pour la première fois, je n'ai pas encore entendu dans la presse ou autre, des gens qui ouvertement, de manière aussi simple et aussi claire, apportaient un témoignage sur un pont de l'histoire de l'Algérie qui a conduit justement vers 54, c'est celui de PPA, d'autant que personnellement, je dis à titre personnel, à titre familial, Messaguet, c'est mon grand-père. Donc, je ne suis pas là pour le défendre. Loin de là, je suis très critique à l'égard de ces personnages politiques. Et j'ai beaucoup de gens, enfin, actuellement, quelqu'un qui a 95 ans, qui était son bras droit, qui détient des archives absolument phénoménales. Je souhaite qu'ils puissent les mettre un peu en contribution, qui vont dans ce sens, mais pour tout ça. Deuxième élément, bon, voilà. Deuxième élément,
ça, c'est personnellement, ce serait un peu trop long à développer, mais ça me tient à cœur. Déjà, c'est la première fois que vous faites un truc sur démocratie, révolution, et ça, je vous félicite. Hein, ça va sortir. En soi, pour moi, c'est une vraie révolution, et personne n'en a parlé dans l'histoire, dans les pays du Sud, même dans le Nord, etc. Donc, je vous félicite pour avoir abordé ça avec vos différences, etc. Et moi, juste une petite chose par rapport à ça. Je souhaite, pour moi, on peut l'aborder de la manière dont vous l'avez abordé, bien entendu, même s'il y a des questions, etc. Mais aussi, je ne pense pas qu'il faille, dès le départ, partir du principe qu'une révolution soit la productrice de la démocratie. Parce que la révolution en soi, elle est violence. Elle est là pour faire tomber un ordre politique, en l'occurrence en Algérie, celui d'un état de fait depuis 1830, donc avoir cette ambition, et c'est vraiment, excusez-moi, ce culot de faire tomber quelque chose qui était vraiment, pour les Algériens, ça y est, c'était fini. Voilà, il y avait des accommodements, il y avait des il va falloir raccourcir un peu, s'il vous plaît. Donc c'était juste par rapport démocratie, révolution, et si vous pouvez me répondre, ne pas opposer ça, forcément. Voilà. Je vais donner la parole à Boualem parce que dès le début de la conférence, je le voyais. J'ai juste levé mon bras. Boualem qui va être bref comme d'habitude, j'en suis sûr. J'espère. Écoute, je vous ai écouté, vous pouvez m'écouter. J'essaie d'apporter un éclairage parce que j'ai écouté plusieurs récits qui sont très intéressants. D'abord, je suis frustré d'avoir pas pu lire le livre avant de venir. Comme j'étais un peu absent de Paris, et donc voilà. Et donc, par rapport aux sources, étant documentariste, je me suis intéressé à la guerre d'Algérie, et donc j'ai interrogé beaucoup d'acteurs majeurs de l'époque, et notamment du déclenchement de la révolution arabe. Donc moi j'ai interrogé un des 22 qui est décédé, il s'appelle Mohamed Merzougui, qui m'a raconté ce qui n'existe nulle part dans aucun livre d'histoire, ni aucun manuel d'histoire. Donc je vais poser la question sur la tenue de la réunion des 22. Comment elle s'est passée, pourquoi elle s'est passée à Saint-Lambé et tout ça. Donc ce qu'il faut rappeler, et ça je le tiens de lui, et heureusement que ce que je tiens de lui, je l'ai filmé, donc j'ai ses images et son témoignage sur pellicule. Donc, ce que je sais personnellement, à travers les témoignages que j'ai recueillis, c'est que l'insurrection que vous appelez insurrection, que moi j'appelle révolution, en fait, est un acte éminemment politique. Je m'explique. Monsieur Jean-Simon parle du congrès d'Ornou. Mais ce qu'on oublie, si le congrès d'Ornou a eu lieu, c'est par réaction au congrès des messalistes qui ont tenu leur congrès à Bellecour avant que Messali Hadj tienne son congrès à Ornou. C'est-à-dire que, avec tout le respect que je dois à Messali, de toute façon, les faits sont têtus, c'est pas moi qui le dis, les dates existent dans tous les manuels d'histoire. Les congrès, on connaît les dates où se sont tenus les congrès. On sait à quelle date les messalistes, les centralistes ont tenu leur congrès à Bellecour, et on sait à quelle date Messali a tenu son congrès. Vous avez parlé d'Ali Zamoum. Ali Zamoum aussi, je l'ai interviewé. Ali Zamoum n'est pas venu pour prendre part au congrès d'Ornou. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas interrompu, donc je donne ma version. Ce que je connais et du témoignage que je tiens de ces gens-là. Ali Zamoum, Allah yarhamou, que Dieu ait son âme, il est venu assister, il a été envoyé par Karim Belkacem, c'est lui-même qui me l'a dit. Pourquoi? Parce que la réunion des 22 a eu lieu à Saint-Lambé, et Karim Belkacem attendait de savoir qu'est-ce qui allait se passer au congrès d'Ornou. Et donc il a envoyé Ali Zamoum, non pas pour prendre part au congrès, mais pour assister et voir qu'est-ce qui allait se passer au congrès d'Ornou. Donc, à son retour, Ali Zamoum fait son rapport à Karim Belkacem, qui
à ce moment-là, décide de rejoindre le groupe des 5. Parce qu'à la base, les 22, quand ils se sont réunis à Salambi, ils ont décidé de désigner un coordinateur qui devait lui-même choisir les 5 collaborateurs avec lesquels il devait travailler. Parce qu'ils ont dit, avec l'histoire du chef unique, il n'y aura plus jamais de chef unique, ce sera un groupe qui devra, et un coordinateur. On l'a aujourd'hui. Pardon? Nous l'avons aujourd'hui. Non. Il ne faut pas prendre ces raccourcis, Mohamed Khoya. Non. Donc, et donc, avec tout le respect que je dois à Messali, tout ce qui a été fait, c'est-à-dire, il y a eu les congrès, les centralistes qui ont fait leur congrès, Messali fait son congrès. Le CRUA, parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les 22, ce sont ceux qui constituaient le CRUA. Le CRUA, qu'est-ce que c'est? Le CRUA, c'est le Comité révolutionnaire pour l'unité et l'action. Et qu'est-ce que c'est que ce CRUA? D'où il est sorti? Parce qu'en fait, on oppose toujours messalistes et centralistes. Alors qu'en réalité, il y avait une troisième voie. Les militants du PPA, si monsieur, écoutez, il me dit non, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y avait une troisième voie, on les appelait les neutralistes. Ils étaient ni pour Messali, ni pour les centralistes. Et c'est eux qui ont créé le CRUA. À leur tête, Boudiaf, Ditouche, Suidani Boudiaf, tout cela, l'Arbi Ben Mehdi, tout cela ont créé le CRUA. D'ailleurs, il y a même un journal du CRUA ils ont tenu 3 mois. C'était quoi leur but? C'était de rassembler les centralistes avec les messalistes et de sortir avec un programme pour agir. Donc, le CRUA, donc les neutralistes, le groupe des neutralistes, ce sont eux qui ont créé la réunion, qui ont fait la réunion, comme s'ils n'ont pas pu aboutir. D'ailleurs, les écrits de Dakhli, Mohamed Dakhli l'atteste. Enfin, il y a beaucoup de sources d'informations qui peuvent étayer ce que je suis en train de dire. Alors, pour revenir à l'OS, à l'organisation spéciale, ça m'a dit 2 petites secondes, parce que je ne peux pas écouter des choses en étant ici assis et laisser passer des choses comme ça. Pour ce qui est de l'OS, et de l'armée, l'OS, quand il a été découvert en 1950, quand il a été découvert, après dénonciation, il y avait un conflit entre les membres de l'OS et la direction nationale du PPA. La direction nationale du PPA, c'est un fait historique, les documents sont là, ont décidé à leur tête, Messali, de dissoudre l'OS. Pardon, laissez-moi parler. De dissoudre l'OS. Boudiaf, Didouche, eux, ils ont dit non, on va le dissoudre là où il a été découvert. Ça veut dire à Alger et dans les environs. Dans les autres régions, Kabylie, les Aurès, on va le laisser comme ça et on continue à préparer. Mais Sali a dit non, il faut tout dissoudre. Ça ne peut pas durer comme ça. Et ils ont fait Boudiaf et tout le groupe qui est devenu par la suite le CRUA, parce que c'était un peu plus avant, ont décidé de garder l'organisation. C'est pour ça que la plus grande organisation, ceux qui étaient vraiment structurés, qui avaient quelques armes et tout, c'était en Kabylie et c'était dans les Aurès. Parce que dans ces zones-là, l'os n'a pas été détruit. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Bon, s'il vous plaît, il faut être bref parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il faut laisser il faut donner la possibilité au maximum de gens de parler. Bonsoir. Oui, bien sûr. Voilà, une petite jeunesse. Je suis totalement novice. Je suis issu de la jeunesse. Donc je ne connais rien. J'ai écouté patiemment, avec beaucoup de passion. J'adore votre discours. Ma question est toute simple. Le monsieur Alchimie Zankaro a répondu brièvement en partie. En quoi c'est une faillite démocratique? Vous avez tout le temps parlé du passé. Vous avez tout le temps parlé du passé. Ce qui donne envie de lire ce livre, c'est 1954 ou la faillite démocratique.
Donc en quoi c'est une faillite démocratique? M. Alachi-Zakharov a répondu en quoi c'était une faillite démocratique, dans le sens où on ne cherchait pas la démocratie. Et deuxième chose, la religion dans tout ça. Voilà. Madame. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Lila. Je voulais juste poser une question, moi, qui sous-tend ce que vous dites et qui ne va pas au-delà. Vous parlez qu'il y avait le mot d'assemblée constituante souveraine. Mais en creux, dans tous les textes de l'époque, il y a deux questions qui ne sont jamais posées. C'est la relation qu'entretient le mouvement national, de manière générale, je parle, le mouvement national avec la question des Juifs en Algérie et la question des pieds noirs en Algérie, s'il y a indépendance. Parce que je crois que ça, si vous voulez, comment on parle d'assemblée constituante souveraine? Moi, j'ai toujours entendu que tout le monde est élu. Et si tout le monde est élu, c'est qu'eux aussi élisés. Et je crois qu'on n'arrivait pas aussi à aller jusqu'au bout de la question parce qu'il y avait la question des Juifs algériens et la question des pieds noirs, parce que c'est pas tout le monde qui était bourgeois. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas des bourgeois, qui étaient des employés, tout simplement. Alors, Selma, et puis on toi après. Selma, après on va répondre et on reprendra une petite série de questions. Oui. Bonsoir. Ma question, c'est par rapport en fait, au congrès de 56, au congrès de la Soumane. Donc, au déclenchement de la guerre, tout le monde n'était pas d'accord, mais un homme a réussi à mettre tout le monde d'accord a priori pour dissoudre les partis, puisque le multipartisme existait en Algérie bien avant la guerre d'indépendance, le Parti communiste, l'UDMA, machin. Donc tous ces bonhommes qui réfléchissaient quand même à cette époque-là, qui ont fait de belles choses, qui étaient pour certains des députés, ont accepté de se dissoudre dans ce qui allait devenir le FLN. Vous qui avez, enfin moi je lis un petit peu, mais je ne lis pas beaucoup, comment peut-on expliquer que tout ce beau monde a réussi, entre guillemets, à laisser sa casquette d'or et à rentrer dans le FLN, ce qui constitue le Front de Libération Nationale? Qui, comment et pourquoi? Et si on peut répondre à la question envisagée, pourquoi pas, on peut toujours peut-être se poser des questions. Qu'est-ce qui a empêché, après la fin de la guerre, ces personnes-là qui se sont dissoutes à cette époque, qu'est-ce qui les a empêchés de reconstituer leur parti ou leur mouvement après la fin de la guerre? Merci. Merci. Alors, on va essayer de répondre. Chacun va répondre aux questions qu'il estime destinées à lui. D'accord. Oui. Vas-y. Prends le micro. Nono, si tu... Je réponds à la dame qui vient de s'exprimer. Pourquoi les formations politiques algériennes se sont dissoutes en 62 dans le FN? 56. Moi j'ai noté 60. En 1956. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Si vous lisez la lettre qu'a adressée à Ben Hamdan au Parti communiste, c'était le fait de prendre le fusil sous l'autorité d'une autre entité que le FLN, c'était condamnation à mort. C'est pour ça que moi je ne réponds pas, je n'ai pas de réponse. Je dis que c'est de là qu'est né le système unique. C'est là qu'est né le système unique. Et ceux qui n'ont pas accepté à l'indépendance, parce que je crois que c'est ce qu'elle a dit, madame, à l'indépendance, qu'est-ce qui les a empêchés de... C'est qu'ils ne pouvaient plus. En 62 a été choisi le système parti unique.
il y a une formation qui a bravé cet état de fait, c'est le FFS. Il a pris les armes, il a fait une guerre de 3 ans. Il y a quand même le PCH qui s'est recréé en décembre 62 aussi. Le PC. Oui. 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 Jacques Simon. Oui. Ensuite, Je m'adresse aux documentalistes pour vous expliquer que je suis prêt à vous aider. Tariste. Oui. Je suis prêt à vous aider dans la mesure où ce que vous avez dit sur l'étoile, sur l'os, etc. J'en ai discuté puisque je connais Aït Ahmed depuis 1980. Donc il m'a expliqué dans les détails comment ça s'est passé. C'est la même chose avec Ben Bella. J'étais directeur du journal quand même de Libre Algérie, donc avec Aït Ahmed, etc. Non seulement j'ai des sources de tous les dirigeants qui ont été, Moulay Merbat, etc., mais je suis prêt à vous donner les documents. Moi, je suis prêt à Moi aussi, je peux vous aider. Je peux vous montrer mes images aussi. Oui, vos images. Moi, je peux vous parler des entretiens que j'ai eus avec Aït Ahmed et avec Ben Bella. Ils m'ont raconté dans les détails comment ça s'est passé. Le fait que finalement, j'ai quand même sorti Libre Algérie pendant pas mal de temps, hein, il doit y avoir 25 numéros, dans lequel je voyais régulièrement Aït Ahmed et je connais dans les détails comment ça s'est passé, son rapport, etc. C'est la même chose avec Ben Bella que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Donc si vous voulez, moi je vous donne la documentation. Vous ne savez peut-être pas les rapports que moi j'ai, et notamment les discussions que j'ai eues avec Aït Ahmed. Je peux vous les donner par écrit, si vous voulez, si ça vous intéresse. Et donc à partir de là, si vous voulez, on ne peut pas laisser passer des trucs comme ça. Moi, je suis intervenu tout à l'heure sur une seule truc, pas parler ni FLN ni rien du tout. J'ai parlé sur comment ça a démarré. Ça a démarré finalement, et j'étais sur le terrain. Moi aussi. Ça a démarré. Oui, vous n'étiez pas sur le terrain. Non, mais moi je vous dis comment ça a démarré. Moi je vous dis comment j'étais. Mais tu n'étais pas avec les 22. En 1900, non, moi j'étais en 1954 là-bas en Algérie. Donc en octobre 1954, j'étais là-bas. Et donc ce que je peux vous raconter en définitive, si vous regardez, c'est pas 5-10 bonhommes qui sont rentrés dans l'insurrection. C'est finalement des milliers de PPA. Des milliers de PPA en Oranie, en Algérie. Toute l'Algérie était PPA après. Et ben alors, donc toute l'Algérie était PPA. Non mais vous me dites c'est 10 personnes qui finalement, les 22 sont réunis. Mais c'est tout le monde qui est rentré dans l'insurrection. Non, le 2 novembre, tout le monde, déjà tout le PPA est rentré dans l'insurrection. Moi je peux vous donner la carte des militants du PPA qui se retrouvaient dans la région de Chlef, dans la région d'Oran, dans la région de Tlemcen, etc. Je vous donne des faits de la carte. Je ne vous dis pas le contraire, je vous dis que tout ce qu'a fait Messali est en... Mais je ne vous parle pas de Messali, je vous parle du PPA. En contre-coup par rapport à ce qui s'est fait. Le congrès des Messalistes, il y a eu le congrès d'Ornou. Il a été décidé par... Le FLN Oui, il faut qu'on arrête ce dialogue, s'il vous plaît. Il y a des gens qui partent. Voilà. Bon, je donne la parole à Nordine Sadi, qui avait aussi des réponses à faire. Non, très très rapidement, sur la question des Juifs et des pieds noirs d'abord. Mais dès l'origine, c'est-à-dire dès l'étoile nord-africaine, et puis ensuite constamment dans les thèses du PPA, du MPLD, puis plus tard, si vous voulez, au FLN, notamment dans le journal El Moudjahid, c'est connu, 1960, l'appel aux Juifs d'Algérie, 61, la conception d'une Algérie qui est ouverte à la population, qu'elle soit d'origine européenne ou musulmane, si vous voulez. Ça a été une constante. Le fait, cependant, que vous soulignez à juste titre, que l'indépendance de l'Algérie se soit faite au profit de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des autochtones par rapport à d'autres, hein, encore que, comme Jacques Simon le dit, les Juifs sont dans une situation particulière, parce qu'ils étaient 5000 ans avant voilà, comme ça. Voilà. C'est le produit d'une autre histoire. Ça ne s'explique pas par les textes ou par les prises de position. Je crois qu'il y a d'autres considérations qui entrent en jeu et qui nécessiteraient des explications plus approfondies, qui remontent jusqu'à l'OAS,
que l'OAS ait fait fuir près de la moitié des pieds noirs, c'est connu, etc. Donc la question n'est pas à mettre à la charge du mouvement national systématiquement là-dessus. Pour le reste, je voulais quand même dire une chose. Je ne partage pas le point de vue qu'exprime là notre ami Mohamed Benjikou de relier l'existence d'un pouvoir quasiment totalitaire aujourd'hui, 4e, 5e mandat, 20e mandat, comme tu veux, de relier ça à l'histoire naissante de 1954. Ça aurait pu se passer autrement. Ce n'est pas la même logique. Ce n'est absolument pas la même logique. Je crois qu'il faut essayer de lire les événements en fonction de ce qu'a été leur contexte et leur actualité. Il y a une corrélation entre 54 et maintenant, on ne peut pas le nier. Et également, il y a une corrélation entre, et ce que a dit M. Benjikou, à juste titre, et c'est très important de dire, on ne peut pas parler sur les détails. L'important, il y a une reproduction à l'identique de 54, ça n'a pas bougé d'iota. C'est votre point de vue, monsieur. On est dans. Vous pourriez le dire encore plus fort que vous ne me convaincrez pas. Alors arrêtez, laissez-moi parler. Soyez correct. Personne ne vous a interrompu, monsieur. Donc je pense pour ma part que tout ne découle pas du 1er novembre 54. Ce sont d'autres considérations sur lesquelles je serais d'accord à penser que dans le feu de la guerre de libération, comment se sont constitués les clans, les luttes pour le pouvoir, etc. Maintenant, cette idée qui se répand de plus en plus, que je lis, et qui consiste à penser qu'en 62, il y aurait eu un groupe d'usurpateurs qui aurait été lié à l'armée des frontières autour du clan d'Oujda face à des démocrates qui ont été vaincus par les armes. Je ne le crois pas du tout, parce que je souscris tout à fait à ce qu'a dit Hassan. Je crois qu'ils n'étaient pas plus démocrates qu'autre chose d'un côté comme de l'autre. Et qu'ils ont tous découvert la démocratie en marchant, et que beaucoup ont découvert la démocratie après 88. Voilà, c'est tout. Voilà. Hassan. Attends le micro déjà. Oui, rapidement. Moi, je vais pas trop m'étaler. Sur la question des Juifs et des pieds noirs, je crois que le congrès de la Soumam a tenté. Bon, mais là aussi, il ne faut pas regarder les choses avec ce qu'on a accumulé, avec notre regard d'aujourd'hui. Et dans le contexte de l'époque, ils ont tenté de... le congrès d'Al-Soumam évoque la question des pieds noirs. Il ne la résout pas, mais il laisse la porte ouverte quand même. Quant à la question des Juifs, il en parle également. Et je rappelle que pendant la bataille d'Alger, on n'en parle pas du tout, on en parle rarement, il y a eu un tract de la zone autonome d'Alger, un appel aux Juifs d'Algérie de se détourner du rabbin qui était, il rappelle même que le rabbin d'Alger n'était pas un vrai pied noir, enfin un vrai juif d'Algérie, il venait de Strasbourg, et de gagner et d'adhérer au FLN. D'autant que dans les structures du FLN, on ne le voit pas dans le film. Moi je suis algérois, donc j'ai vécu, même gamin, j'ai vécu en partie cette histoire. On ne parle pas beaucoup de l'apport apporté par les réseaux. Dans ce film La bataille d'Alger, cette partie de l'histoire, elle est complètement liée, à savoir les réseaux constitués par les militants qu'on appelle entre guillemets pieds noirs. Maurice Audin n'apparaît pas par exemple dans la bataille d'Alger, on ne le voit pas du tout. Daniel Timsit, on voit à peu près une image. Daniel Timsit était communiste, juif d'Algérie, était l'un de ceux qui fabriquaient ces fameuses bombes. Et j'en passe d'autres. On n'en parle pas. Henri Alleg, on n'en parle pas. Enfin, il y a quand même tout un certain nombre. Mais il y a eu quand même ce sursaut du FLN dans la bataille d'Alger, un appel en direction des Juifs pour qu'ils adhèrent. Et un grand nombre d'entre eux étaient dans les réseaux du FLN, et même, disons, on les appelait des terroristes. Comme Jamila Amran, qui est de son vrai... Daniel Min, qui était aussi une juive.
La question de l'islam, évidemment, la question de l'islam a été abordée elle était abordée. Moi, ce que je sais, c'est que les ulama d'Algérie, le mouvement des ulama, n'étaient pas partisans de l'indépendance algérienne. Et ils étaient pour l'Union française. Et c'est Abban Ramdan, la même attitude qu'il a eue envers le Parti communiste, a eu envers les autres partis. Il les a obligés d'adhérer. Il a même écrit une fameuse lettre au Cheikh Brahimi, qui était le président des ulama et qui vivait au Caire, dont la déclaration a été de criminaliser les actes du FLN. Cheikh Brahimi a dénoncé les attaques du FLN dans les Aurès contre des populations civiles. Bon, ça c'est l'histoire. Mais en tout cas, les ulama, par une falsification de l'histoire, et je pense que c'est là où se trouve le hold-up aujourd'hui dans l'histoire de l'Algérie. On a fait en sorte, avec le parti unique, de faire croire aux enfants, mes gamins ont été à l'école algérienne, donc ils ont appris que c'est les ulama qui étaient à l'origine du mouvement national de la guerre de libération. Et voilà comment on a instrumentalisé à la fois. On a menti aux gens, on a instrumentalisé et on a inculqué dans la tête des jeunes Algériens que les ulama, l'islam était à l'origine, etc. Il a joué, l'islam a été un facteur, il ne faut pas le nier. Il ne faut pas le nier, il a été un facteur dans le déclenchement, dans l'identité, tout ce qu'on veut. Mais l'instrumentalisation qui a été faite par la suite, on sait ce qu'elle a donné. Elle a donné le GIA, elle a donné la Qaïda au Maghreb islamique, etc. Ça a donné cela. Alors, la question du front ou parti, évidemment, moi-même je me la pose. Hein. Le FLN, est-ce que c'est un front ou un front ou un parti unique? Je crois que la question a traversé toute la période des 8 années et n'a jamais été résolue. C'est-à-dire, est-ce que le FLN est un front? Quand on lit les statuts de 59, on a l'impression, c'est sous-entendu que c'est un front, mais en même temps, c'est un parti unique. Mais en tout cas, au congrès de la Soumam, il était demandé aux partis nationaux de se dissoudre et il n'était pas inscrit nulle part qu'en 62, ils devaient reprendre leur bille. Donc la question n'a pas été résolue et c'est peut-être cela qui a fait que par la suite, on est arrivé à cette situation où le fait de n'avoir pas résolu une question primordiale, on s'est retrouvé avec une situation de crise où chacun traînait derrière lui. D'autant que durant cette guerre de libération, on parle toujours de ceux qui ont déclenché, on oublie de dire qu'ils ont été arrêtés. Comment ils auraient évolué s'ils étaient restés à la tête du FLN? Comment le FLN aurait évolué? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, a été l'occasion de l'émergence de nouvelles élites, des élites issues du monde paysan, issues des villes, qui par la suite, et ça c'est dans tout mouvement de libération, dans tout mouvement révolutionnaire, ceux qui déclenchent ne sont pas ceux qui arrivent, qui sont à l'arrivée. Il y a toujours des élites qui émergent, il y a toujours des personnages historiques qui émergent et qui font que par la suite, il faut compter avec eux, ils ont leur mot à dire et ils imposent aussi, et ils viennent avec aussi leur vision. Et leur vision de ceux qui ont pris l'ALN en main, ces gens-là n'appartenaient pas à des partis politiques nationalistes. La plupart d'entre eux ont pris le train en marche ou ont participé à cette guerre, n'avaient aucune appartenance partisane et donc ils sont venus avec leur vision des choses, une vision nationaliste, peut-être étroite, en tout cas pas islamiste. Dans les discours, dans les documents fondamentaux du FLN, y compris dans leurs déclarations, on ne parle pas d'unité d'Arabes, on parle du Maghreb. Mais on a déjà parlé de nation arabe. On n'a jamais parlé de nation islamique. On parlait de solidarité islamique, on parlait de la solidarité arabe, mais on parlait plus de la Yougoslavie, de la Chine, qui aidait, et des pays de l'Est qui aidaient le peuple algérien, que des pays arabes. Merci. Alors,
On a 10 minutes pour les questions et les réponses. Ça, c'est pour. Je vais redonner la parole, mais vraiment, il faut que ça soit bref. Et on va commencer par Youssef, évidemment, puisque ça fait un moment qu'il attend. En plus, il a une belle casquette. Voilà. Ah oui, ça, c'est évidemment le drapeau berbère. Ça, c'est qui est de ça. C'est pour l'ensemble de l'Afrique du Nord tout entière. Hein. C'est ce qu'on appelle un. Mais tu as des questions, Youssef, je suis sûr. Oui, la question. Là, d'abord, je félicite Hassan Zarouqi là, pour le livre qu'il avait fait concernant l'origine des islamistes et tout ça. Comment il s'appelle déjà le titre du livre? Parce que moi, je voulais le titrer Ben Laden n'est pas mort. Voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'informations dedans. Et moi, je constate, évidemment, à l'heure actuelle, ce qui ont fait rater vraiment l'indépendance, la démocratie et tout ça, ça vient de l'Orient, à commencer par Gamal Abdel Nasser. S'il n'y avait pas un Gamal Abdel Nasser, s'il n'y avait pas un Ben Bella, s'il n'y avait pas un Boumediene, s'il n'y avait pas un Messalé, ça serait certainement ce qui est malheureux. Voilà, vraiment, c'est ceux qui ont fait rater aussi bien la démocratie que la stabilité de l'Afrique du Nord. Voilà. D'accord, merci Youssef. Le monsieur puis... Non, vas-y, Sanad, allez. Juste rapidement, moi je trouve que le débat, malgré le fait que ça paraît contradictoire, j'ai pourtant assisté à pas mal de débats, je trouve très riche, parce que pour la première fois, enfin, on pose des questions, mais on n'est pas d'accord, parce que souvent, hein, il faut le dire, on est autour de cette table, c'est les mêmes mouvances qui vont dans les mêmes débats, etc. Là, on est presque dans la même famille politique, on n'est pas d'accord, et je trouve que c'est un début de quelque chose. Ça, c'est très... Moi, je suis contente d'être venue finalement. Je pense que c'est important qu'on écrive notre histoire, parce que l'histoire de Jamariat Ulama al-Muslimin qui a fait l'indépendance, ça reste et pour des générations. Donc il est temps que nous, on réécrive avec des contradictions et des erreurs, parce que s'il y a une histoire, une grande histoire avec des grandes tâches dans l'humanité, où il n'y a pas eu, on a même enlevé des photos de certaines, des personnes de photos, vous le savez, donc pour réécrire l'histoire. Donc il va y avoir le plus important, je pense que nous, à notre échelle, c'est qu'on reprend le débat. Et juste, je termine, il y a un film qui vient de sortir. Je vous le conseille parce qu'il est très intéressant. Alors le titre exact, c'est 10 945 femmes, je crois. C'est un film qui est fait par Nessima Gessoum. C'est l'histoire d'une femme qui est racontée, qui raconte la grande histoire, la petite histoire qui raconte. C'est Nessima, rappelez-moi son prénom, qui est militante, qui est par Abdel Nardan qui l'a emmenée, qui a après quitté OPAC, c'est ça. C'est un film, c'est des choses comme ça qu'il faut qu'on encourage. Je vous conseille d'aller le voir parce que sinon il va être retiré des salles. Ça sort dans les grandes salles? C'est à l'Espace Saint-Michel. Moi, je fais partie d'une association de femmes algériennes. On anime le débat le 18 novembre, donc jeudi prochain, si vous voulez venir. Parce qu'on est dans novembre. Donc le 18 mai, mais sinon il passe. Je fais pas, vraiment, c'est pour encourager des gens qui sont dans notre famille, les encourager à faire des choses. Il passe à l'Espace Saint-Michel. Nous, on anime le débat avec la réalisatrice et le producteur le 18 mai, donc jeudi prochain, à l'Espace Saint-Michel. Voilà. D'accord. Ali Akika. Et puis... Pardon? C'est moi. Moi, je vais continuer dans la lignée de Hassan. Il a essayé d'interroger l'histoire. Moi, je ne suis pas du tout... c'est pas que je suis pas partisan, mais la bataille sur les concepts, insurrection, révolution, et tout, tralala, c'est des concepts qui existent dans le monde entier. Donc, si on prend la peine simplement de les lire, de savoir un peu, on tombera. Mais par contre, ce qui est intéressant, moi, ce que je ne comprends, enfin, je suis troublé par ce qui s'est passé en Algérie depuis l'indépendance, c'est que moi, je trouve qu'on n'a pas assez interrogé notre société, l'histoire du pays, pourquoi on est arrivé là. Pourquoi là, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. C'est une question qui ne sont pas descendus du ciel, c'est une question politique et philosophique. Pourquoi, la deuxième chose que je remarque, je ne suis pas historien, mais tout le monde peut contrôler ça, comment ça se fait que le phénomène de la décolonisation après 1945, comme par hasard, les pays qui ont été décolonisés dans le monde arabe ont été tous
dirigée par une certaine classe et une certaine idéologie. Parallèlement, ailleurs, dans d'autres pays, ce sont d'autres classes sociales et d'autres idéologies qui ont dirigé la lutte de libération. Voilà, ça c'est des questions qui interrogent à la fois l'anthropologie de notre société, l'histoire, en conflit avec, à la fois à l'intérieur de notre société et en conflit avec le colonisateur. Moi je pense que si on répond sérieusement, rigoureusement, sans le blablabla des dates et tout, etc., je pense qu'on comprendra mieux pourquoi il y a eu au congrès de Tripoli, ils sont rentrés à coups de revolver, ils s'insultaient comme des gamins, ou bien la prise du pouvoir à Alger, il y avait un gouvernement qui était là, et puis on est venu de l'Est et de l'Ouest pour l'encercler et prendre le pouvoir. Ça, c'est des questions. Et donc moi, mon point de vue pour essayer de comprendre, c'est interroger pourquoi la société algérienne a donné le FLN et par extension a donné quand même l'intégrisme. Parce que le lien entre l'histoire et le présent, c'est cela. C'est ça qu'il faut interroger et non plus les bagarres intéressantes entre historiens. Les bagarres des congrès, le premier ou le second, ça c'est très intéressant pour les historiens, mais en tant que philosophie de l'histoire, c'est comment on est arrivé à ça. On a compris, Ali. Une dernière question, alors ça va être la dernière, malheureusement. Si j'ai droit à une question Oui. Bien sûr. Bien sûr. Attends, passe pas devant la caméra, reste là, reste là. Sincèrement, Benchikou, parle bien au micro. C'est la première fois que je le vois en face. Donc, je suis de passage. Sincèrement, il y a des questions pertinentes qui sont posées par M. Benissa. Non, Saadi. Saadi, Dr Saadi. Voilà. Moi, il y a sur YouTube, vous pouvez tous vous brancher. Il y a Khaled Nzar qui fait le buzz en disant qu'il n'y a pas de Thawra, il n'y a pas de révolution. Il y a 10 jours, il y a Harb. Nzar, c'est le général-major algérien à la retraite qui était aux commandes 90. Hein? Je m'excuse, moi je rejoins la question de monsieur. Donc, il y a là donc, je rejoins. C'était pas la question? C'est quoi la question? Non, j'ai pas de question. Non, il a posé la question. Est-ce que l'histoire du mouvement national algérien se résume à une question? Est-ce que le devenir de notre indépendance se résume à une question? Comme une éminence grise comme ça s'est fait expulser, s'est fait arrêter, ça ne résume pas à une question, je m'excuse. Bien que je ne suis pas, quelle est ma question? Encore. Bon, on va arrêter s'il vous plaît, on va arrêter. Merci, on a bien reçu votre message. Effectivement, on ne va pas régler toutes les questions relatives à la révolution algérienne ici. Alors, il va... Une petite remarque, s'il vous plaît, si vous Oui. permettez. Moi, c'est la première fois que j'assiste à une telle conférence. Et je trouve qu'il y a... Là, vous abordez toute l'histoire de l'Algérie. Il aurait été souhaitable d'aborder point par point et faire une conférence un peu plus tôt parce qu'il y a des gens qui viennent de très loin. Et là, on aurait un débat plus constructif, etc. Et je vous remercie. Merci, c'est bien reçu. Alors, on va, les auteurs présents vont signer le livre et puis on va prendre un pot de l'amitié. Et merci pour votre...